BFM Business, le club de l'heure H. Le club de l'heure H avec Elie Cohen. Elie Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, économiste, directeur de recherche au CNRS et surtout vous êtes un des meilleurs spécialistes de l'industrie française. Alors là, on a sur la table deux plans significatifs. Un de l'automobile, 8 milliards. Un de l'aéronautique avec un affichage à 15 milliards, mais si on retire Air France, ça fait aussi grosso modo 8 milliards. Est-ce que ces plans sectoriels vont servir à quelque chose, Elie Cohen ? Ils ont au moins le mérite de s'attaquer à un problème qui est un problème très ancien et qui n'avait pas trouvé de solution jusqu'à présent. Ce problème très ancien, c'est pourquoi, par exemple, dans le domaine de l'automobile, on a assisté au cours des 20 dernières années à cette stratégie de délocalisation massive de la production du territoire national, dans le cas de Renault par exemple, au profit de la Slovénie, de la Turquie, du Maroc. L'argument qui a longtemps été avancé par Renault, c'est qu'il n'était pas possible de fabriquer sur le territoire national des petites citadines. Le problème, c'est que Toyota administre la preuve du contraire depuis 10 ans avec la production de la Yaris, qui non seulement est produite dans des conditions suffisamment rentable pour que Toyota ait étendu son usine, mais en plus, cette usine est devenue une usine massivement exportatrice. Elle exporte en Italie, elle exporte en Europe, elle exporte même aux États-Unis et apparemment, elle satisfait toutes les conditions propres au territoire national. Donc il y a une vraie question. Et donc le gouvernement, à l'occasion du plan sectoriel automobile, dit écoutez, on veut bien vous aider, mais on veut également une relocalisation de ce qui concerne la filière électrique que nous allons par ailleurs fortement subventionner pour inciter les Français à acheter des véhicules électriques. Et de plus, comme nous investissons massivement dans la filière batterie et que le bloc motopropulseur représente 40% de la valeur d'un véhicule, on ne veut pas que ce pourquoi nous investissons ne serve à rien et donc nous introduisons une clause de localisation. Alors à partir de là, à mon avis, le débat peut commencer. C'est-à-dire, peut-être que Renault ne localise pas sur le territoire national pour d'autres raisons que le coût du travail. Après tout, j'ai regardé les chiffres, le coût du travail pour l'assemblage, pour ces petits véhicules, c'est à peu près 10% du coût. Même si en Slovénie, c'est 35% moins cher, ça ne fait une économie que de 3%. Donc est-ce bien ça la raison ? Donc je crois que ça doit être l'occasion d'un débat stratégique sur les chaînes de valeur, sur la localisation de certains maillons de la chaîne de valeur et sur la question de l'attractivité du territoire national. Pourquoi, aux yeux de Renault, le territoire national est-il si peu attractif ? Est-ce que c'est uniquement des raisons de coût du travail ? Est-ce que vous avez une réponse à ça, Elie Cohen ? Parce qu'on a l'impression quand même que vous avez une idée. Alors, mon intuition, c'est que le coût du travail est un des éléments et pas le seul. À côté du coût du travail, il y a, je dirais, le coût fiscal. Nous avons toute cette fiscalité de production qui est une vraie plaie française, qui n'existe même pas en Allemagne. Il y a un différentiel de centaines de milliards. Voilà, exactement. Et puis il y a un troisième élément auquel je me suis intéressé dans le cas de la pharmacie. Pourquoi notre industrie des principes actifs est partie ? Et là, c'est ce que j'appellerais le coût réglementaire. C'est-à-dire, en gros, la production de principes actifs pharmaceutiques, c'est très polluant. C'est de la chimie très polluante. Et nous avons une régulation de lutte contre la pollution, c'est quasiment des établissements de type Seveso. Donc tous ces établissements sont partis vers la Chine ou l'Inde, qui sont beaucoup moins regardants. Alors, de deux choses l'une, ou bien on peut trouver des moyens de rapatrier ces productions en veillant à ce qu'elles soient plus propres ou pas, ou dans ce cas, si on n'est pas capable, alors ça pose totalement différemment la question des principes actifs pharmaceutiques. Ça veut dire que si nous considérons qu'il est vraiment nécessaire de localiser ça sur le territoire, ça doit être sur le territoire européen et ça doit être par des espèces de dérogations au nom d'une sécurité sanitaire considérée comme aussi importante que la sécurité écologique. Oui, mais c'est un peu difficile de dire, tiens, nous on n'en veut pas en France, mais on va mettre ça au fin fond de la Slovaquie parce que c'est... Voilà. En tout cas, vous voyez, à mon avis, l'intérêt de ça, l'intérêt, c'est que ça soulève des questions. Oui. On raisonne mécaniquement en termes de coûts. Le coût du travail en particulier. Non, le coût du travail n'est pas toujours l'élément décisif en matière de localisation industrielle. Deux choses par rapport à ça, et vous allez me dire comment faire. D'abord, Louis Gallois, ici, il a lancé un peu ici même, donc il est président du conseil de surveillance de PSA, mais bon, c'est un grand industriel. Il a lancé un peu le débat sur la relocalisation en disant, mais attention, si on relocalise, ça va coûter plus cher. Donc est-ce que les Français
ont suffisamment de pouvoir d'achat pour acheter des voitures plus chères alors qu'elles sont déjà assez chères. Premier point. Ensuite, je recevais Jean-Dominique Senard, le patron de Renault, qui est venu expliquer un peu son plan. Il nous disait, là pour l'instant, moi j'ai des usines qui tournent à, allez, on va faire un package autour de entre 40 et 50%. Donc complètement en sous-capacité. Donc on ne produit plus de voitures en France. Donc lui, il est face à cette situation. Comment vous, qu'est-ce que vous faites, Elie Cohen, si vous êtes à la tête de Renault et à la tête de... Alors vous voyez, on avance dans le débat. Oui, c'est pour ça. Le premier argument, donc, c'est l'argument du coût. Je viens d'y répondre. La Yaris, je suis désolé, elle est produite dans des conditions économiques. Et je vous ai dit, j'ai vérifié les coûts. Le coût de l'assemblage, c'est selon les modèles 8 à 15%. Vous voyez, j'ouvre ma feuille. 8 à 15%, ça ne justifie pas la délocalisation massive, je dirais, de tout l'écosystème de production automobile de Renault, puisque on n'a pas simplement délocalisé l'assemblage, mais on a demandé aux sous-traitants d'aller également au Maroc, d'aller également en Slovénie. Donc c'est carrément des écosystèmes automobiles qu'on a exportés. J'ajoute qu'il y a une différence entre Renault et Peugeot. Peugeot a moins délocalisé que Renault. Donc pourquoi cette différence entre Renault et Peugeot? Peugeot a quand même beaucoup délocalisé tout ce qui est Europe de l'Est. Oui, alors Renault aussi pour la Dacia. Oui, mais au total, on pourrait voir les chiffres, au total, Peugeot a moins délocalisé sur les 20 dernières années que Renault. Renault a été vraiment très loin. Et puis en plus, si on passe la comparaison avec l'Allemagne, alors là, il n'y a plus de comparaison, l'Allemagne n'a pas délocalisé des écosystèmes. Au contraire, elle a tenu à maintenir l'assemblage, elle a tenu à articuler un système de production avec les pays d'Europe centrale et orientale, elle n'a pas délocalisé des systèmes entiers. Donc, je reviens à mon point, je considère qu'on peut considérer raisonnablement la relocalisation des petites citadines électriques. D'ailleurs, ce n'est pas une relocalisation, ça sera une première localisation, puisqu'il s'agit d'une évolution. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la question du coût. Après, il y a les impôts de production qui sont sur la table. Alors, il y a la question des impôts de production qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, le deuxième élément, alors c'est l'élément avancé par M. Senard. Alors là, c'est un point très important. Nous avons des usines Potemkin, c'est-à-dire c'est des usines qui ont l'air d'être des usines, mais M. Senard nous a appris qu'elles tournaient, pour certaines, à 20%. 20%, voilà. En fait, j'ai pensé au chiffre de 20%, mais je ne voulais pas... Oui, non, il a dit 20% et d'autres à 50%. Incroyable. Là, on voit bien que c'est le résultat d'une série de non-choix au cours des 20 dernières années. Au fond, pour ne pas provoquer d'abcès de fixation, ni avec les syndicats, ni avec le gouvernement, on a préféré vider de leur substance des usines, on a délocalisé plutôt que de penser à un outil de production moderne. Alors bien entendu, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et c'est ça la réponse à la question que vous posiez sur Yaris. Pourquoi Yaris est compétitif? Parce qu'ils ont robotisé, parce qu'ils ont automatisé, parce qu'ils ont impliqué la force de travail, parce qu'ils ont mobilisé... Parce qu'il n'y a pas l'histoire sociale, le passé, les vieilles usines qu'on tient absolument à maintenir, etc. Les syndicats quand même qui bloquent, enfin certains syndicats qui bloquent. Voilà. Et donc, à mon avis, une position courageuse et intelligente de Renault aurait été de dire, écoutez, nous sommes prêts à investir sur le site France. Nous allons faire les nouveaux véhicules ici, mais ça sera plus robotisé, plus automatisé, il y aura plus de formation, plus de qualifications mobilisées, mais nous négocions avec nos syndicats et avec l'État français un pacte social. Au lieu de ça, vous avez vu les guerres que le gouvernement a livrées à Carlos Ghosn pendant des années pour sa rémunération, cette espèce de climat suspect qui s'est installé avec le temps. Vous avez vu comment on a abandonné Carlos Ghosn quand il y a eu la crise avec le Japon. Il y a une relation fondamentalement malsaine et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de, je dirais, ce manque de courage, ce manque de débat et ce manque de compromis manque de débat. Parce qu'il y a aussi un autre argument qui est de dire, mais ça, on ne va pas refaire tout sur Renault, je voudrais qu'on revienne un instant sur les plans, il y a l'aéronautique aussi. Non, c'est de dire que Carlos Ghosn voulait absolument devenir le numéro 1 mondial. Donc il y avait une espèce de fuite en avant sur la production de voitures n'importe où, à la limite, du moment que ça pouvait faire, du chiffre. Oui, mais il a fait faire à Renault, on va pas un pas de géant. Il a quand même hissé Renault au tout premier niveau. Souvenez-vous de ce qu'on disait sur Renault au moment de l'affaire Vilvoorde. Souvenez-vous des difficultés de Renault. Non, je pense qu'il a fait vraiment faire un pas de géant. Et simplement, il n'a pas réussi
ni à passer le compromis social en France Non. qui aurait permis la transformation, ni trouver un bon accord avec son actionnaire. Alors maintenant, vous évoquiez l'aéronautique. Là aussi, il y a un plan aéronautique qui est tout à fait intéressant. Et là, le gouvernement veut profiter de cette occasion pour stimuler la recherche et le développement pour des moteurs qui seraient moins polluants, moins consommateurs de kérosène, et il veut donner un coup de boost massif pour l'avion électrique et l'avion à hydrogène. Là aussi, je crois que c'est de la bonne politique, c'est-à-dire mettre des moyens massifs dans la recherche pour essayer de conserver notre leadership, c'est une bonne méthode. À côté de ça, il faut vivre malgré tout. Bah oui. Donc il y a des commandes publiques qui sont passées pour des hélicoptères qui vont donc assurer un plan de charge pour la filiale hélicoptère. Et puis il y a cette idée à laquelle on n'avait pas pensé pour l'aéronautique, mais à laquelle on pensait pour l'automobile, c'est accélérer les renouvellements de flotte en aidant les entreprises à racheter de nouveaux avions pour déclasser les anciens. Donc je trouve que ça fait un plan assez complet et qui correspond bien à ce qu'intuitivement on aurait pensé soi-même comme mesure à prendre. C'est une bonne combinatoire de recherche, de développement, de commandes publiques et Eli Cohen qui d'accélération est de la satisfait transformation. de quelque chose, comme quoi il faut vraiment une crise du coronavirus. Alors, mais c'est très intéressant. Il y a un point quand même, je m'en souviendrai toujours, parce que c'était ici même qu'il avait piqué un coup de gueule. Philippe Petit-Colin, le patron de Safran, qui était du reste notre invité ici même, quand il a voulu... normalement, il doit construire une usine près de Lyon, près de Villeurbanne. Oui. Il a piqué un coup de gueule en disant ce n'est pas possible de construire une usine en France. Alors, du coup, il y a une mobilisation générale, etc. Il y a tout l'aspect réglementaire, C'est ce que je vous ai dit. législatif, normatif. C'est ce que je vous ai dit. C'est là le dès le principal début. frein. Mais non bien entendu, Ouais. à mon avis, j'ai mis du temps à le comprendre, mais dans l'effondrement de l'industrie pharmaceutique française, il y a 3 éléments majeurs. Le premier élément, c'est le changement de stratégie des industries pharmaceutiques. Le temps des big pharma avec des blockbusters, c'est fini. Et donc, ils investissent beaucoup plus dans la recherche avec des risques d'échec plus importants. Bien souvent, il faut qu'ils rachètent des start-up. Et bien souvent, ils développent un médicament pour une maladie rare. Et donc, ça n'a pas le marché aussi important que ça existait. Pour la production de produits actifs, la Chine a un avantage coût et un avantage réglementaire. Et dernier élément très important, la politique de la sécurité sociale a consisté à faire des pressions très fortes sur les prix. Ouais. Or, vous savez très bien que les prix sont un élément de la négociation, de la localisation. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à l'occasion de cette crise, c'est toutes les dimensions de l'industrie qu'il faut voir. La dimension commande publique, la dimension réglementaire. En pleine figure. Voilà. Absolument. Et c'est tout ça que révèle cette crise actuelle. C'est pour ça que je pense qu'en mettant tous les problèmes les uns après les autres sur la table, le gouvernement essaye de ne pas avoir de réponse mécanique. Simplement, par exemple, en stimulant la demande ou en apportant des concours de trésorerie. Il essaye d'aller regarder ce qui se passe de plus près et de dans dénouer les blocages. chaînes de valeur économique. Très intéressant, Eli Cohen, on vous garderait bien. Mais l'orage continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.